Pendant que la table ronde se met en place, je vais faire une post-présentation de Claire Lapassin. En fait, Claire appartient à une double minorité, celle des femmes ce matin et aujourd'hui, et puis également des designers. Mais mettez-vous en place, hein, c'était pour meubler la mise en place de la table ronde. Et dire que ce travail qu'elle nous a présenté, évidemment, c'est une toute petite partie de sa recherche qu'elle a menée dans le cadre de son diplôme à l'ENSI. Ce diplôme, elle l'a mené aussi je puis dire, grâce aussi à la forte implication d'un grand monsieur qui s'appelle Marc Berthier, à qui d'ailleurs on doit ta présence aujourd'hui, puisque c'est lui qui a considéré Claire était peut-être la plus habilitée à répondre à ces questions. Je rends d'autant plus hommage à Marc Berthier qu'il est l'un des rares designers à s'être posé des questions sur précisément l'habitat et les principes constructifs. Voilà. Alors, merci. Donc, peut-être qu'on va commencer par se poser la question du bois, de pourquoi c'est un matériau aujourd'hui qui a des propriétés particulières pour la construction, d'une part, et pour la préfabrication, d'autre part. Alors, École supérieure du bois ou... C'est moi qui ouvre. Bonjour. Arnaud Godevin, directeur de l'École supérieure du bois à Nantes, ancienne école parisienne, puisqu'on était de l'autre côté de la ligne 6, derrière Nation. Pourquoi le matériau bois pertinent dans la construction? Je crois qu'il y a énormément de propriétés physico-chimiques qui permettent à ce matériau d'être utilisé, qu'elle soit mécanique dans un premier temps. Moi, j'insisterai d'abord sur le caractère renouvelable, naturellement renouvelable. On nous dit souvent le verre c'est recyclable, on nous dit souvent l'acier c'est recyclable, etc. C'est très bien, mais ça demande une énergie très importante. Là où le matériau bois ne nécessite pas beaucoup d'énergie d'abord pour être produit, et il peut être naturellement produit, il suffit de laisser faire la nature. Et pour ceux qui sont feignants, c'est parfait. On laisse, on plante, on regarde. Il faut être patient, certes. Donc ça s'inscrit bien dans une logique de développement durable. Prendre de la matière première, certes, mais veiller à ce qu'en replantant, on puisse effectivement permettre aux futures générations d'utiliser le même matériau. Et puis sa transformation en tant que telle, elle est aussi, constitue un atout important dans la mesure où, avec très peu d'énergie, on peut effectivement produire des matériaux, des produits semi-finis, comme ceux qu'on vient de voir sur l'IPN. Ce qui aurait été intéressant, au-delà de la comparaison sur le plan performance mécanique, c'est la quantité d'énergie qui était nécessaire pour produire un IPN en acier et un IPN bois. Voilà. Je ne sais pas si un de mes petits camarades veut rajouter... Bon, tu es parti. Donc Nicolas Vizier, je suis délégué général d'Atlan Bois, c'est une interprofession de la filière bois en Pays de la Loire. Et puis j'anime aussi le réseau de toutes les interprofessions de la filière forêt-bois en France. Arnaud, je suis d'accord avec toi, renouvelable, ça c'est la première chose. Il y a un point aussi qui est important aujourd'hui, hein, c'est le fait que le bois stocke du CO2. Alors moi je me suis fait une philosophie un peu différente ces derniers jours. Il stocke du CO2, mais c'est surtout la forêt qui stocke du CO2. Et comme cette forêt, elle se renouvelle, ce qui est important, c'est de pouvoir utiliser les fruits de cette forêt et l'utiliser le mieux possible. Donc cet argument, je dirais, renouvelable, stockage de CO2, c'est les deux premiers points qui font que le bois devrait prendre de plus en plus de place en général, et en particulier dans la construction. Pour vous donner juste une petite idée, on considère en France que 50% du bois qui est utilisé termine dans la construction, en aménagement, en structure, en vêture. Donc c'est à peu près ces chiffres-là. Et peut-être par rapport on va dire, aux reproches qu'on fait au bois, notamment acoustique, résistance au feu.
Alors moi je fais jamais de reproches au bois parce que je trouve tellement de qualités, franchement. Avant de parler des reproches, il y a plein d'autres qualités, mais je vais peut-être laisser les autres intervenants en parler. On va dire c'est un matériau qui est léger, la préfabrication, on en a parlé, mais je pense qu'on va revenir dessus. On a un peu des spécialistes autour de la table. Les reproches, je dirais comme tout matériau, il a des qualités et donc forcément il a des points qui sont un petit peu plus faibles. Sur le feu, alors pour moi c'est une idée reçue. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas de problème aujourd'hui avec l'incendie et le bois. Je laisserai peut-être d'autres personnes qui sont plus techniques que moi en parler un petit peu. On peut construire des bâtiments R+, alors je sais plus où on en est aujourd'hui en Norvège, 12 ou 13, voilà, avec des projets R+30. Une fois que c'est traité techniquement, ça c'est pas un souci, parce qu'on connaît la vitesse de combustion du bois. Donc c'est des choses qu'on peut tout à fait traiter. On a moins de problèmes avec le feu sur des bâtiments en bois que sur des bâtiments structure acier. Voilà. Alors sur les points faibles, moi j'aime pas trop parler des points faibles. Si vous en trouvez, je veux bien essayer d'y répondre, mais allez-y. Je suis pas sûr qu'il y ait des points faibles dans le matériau. Je pense qu'il y a plus des mauvais usages. C'est-à-dire que utiliser le matériau bois dans des utilisations, par exemple en extérieur, nécessite un certain nombre de précautions. Et je suis passé ce matin là, derrière la gare de Nantes. Là, il y a un bâtiment qui est en cours de construction. On a voulu mettre du bardage à claire-voie, très ajouré, etc. Il n'est pas bien mis en œuvre. Donc c'est pas le matériau qui a un défaut, c'est juste une méconnaissance. Et si je devais reprendre à mon compte le slogan d'un de mes confrères, c'est le bois, ça s'improvise pas. Et malheureusement, comme il est extrêmement facile d'accès, on a un petit peu tendance à s'affranchir des règles de base. Si vous ne respectez pas ces règles de base, vous payez cash, vous êtes sûr qu'il va y avoir un problème. Si par contre vous faites extrêmement attention à ces fondamentaux, il n'a pas plus de problème que ça. J'étais ce matin sur une autre réunion, sur un chantier, c'est le béton qui fissure. Alors en plus, moi je tiens à rajouter vraiment au début de cette table ronde que personnellement, je ne suis pas un ayatollah du bois. C'est-à-dire c'est le bon matériau au bon endroit. Simplement, comme on est là pour mettre en avant notre matériau, on pense qu'il y a un certain nombre de places qui peut prendre, mais on a participé à la construction d'un certain nombre de bâtiments et très clairement, l'objectif c'est pas de faire du chalet suisse partout. Je préfère le dire très très clairement, mais on a beaucoup d'atouts qu'on peut mettre en avant. Alors, on parlait de l'acoustique. Alors sur l'acoustique, c'est des sujets aussi un petit peu techniques, mais autant il y a des sujets sur lesquels on est plutôt bon, sur les bruits aériens. Après, sur les bruits d'impact, là, c'est autre chose. Il faut le traiter de façon un peu spécifique. Mais on a fait un bâtiment de 1500 mètres carrés au cœur de Nantes, par exemple. On a traité certains sujets avec d'autres matériaux. Sur l'inertie, on a rajouté du béton sur nos chapes. Sur l'acoustique aussi. C'est-à-dire je le dis vraiment, parce que c'est important. On n'est pas des ayatollahs du bois, le bon matériau au bon endroit. Donc pour rebondir à Nicolas Vizier, donc Édouard Maison, Nantes Habitat, je travaille au sein du service technique de l'office HLM de la ville de Nantes. Pour rebondir avec par rapport à tous les sujets qui ont été évoqués, nous la position de Nantes Habitat, donc en étant un bailleur social, nous exploitons l'ensemble de nos bâtiments et on intègre aujourd'hui les solutions constructives bois, puisqu'aujourd'hui nous au sein de la maîtrise d'ouvrage, on différencie le bois en tant que parement, qui est une démarche architecturale, une démarche de positionnement d'un produit bois sur les façades, au système constructif bois, qui est une solution technique qui a un certain nombre d'exigences techniques sur lesquelles on s'entoure de maîtres d'œuvre, de contrôleurs techniques et d'autres bureaux d'études compétents pour mettre en œuvre de la meilleure façon possible les systèmes constructifs bois. Mais au-delà de ces points-là, les systèmes constructifs bois permettent de satisfaire certaines exigences de la maîtrise d'ouvrage, donc concernant nos interventions dans différents sites. Alors on peut parler de délais de chantier, de filières sèches et de limites d'impact des nuisances sonores et des impacts de chantier par rapport à des riverains. On intervient souvent dans des quartiers, dans des dents creuses, au sein de quartiers à déjà une forte pression de population. On parle aussi de préfabrication par rapport à des problématiques de chantier avec des espaces
extrêmement exigus et on peut étendre la réflexion jusqu'à des problématiques de coûts au-delà de la problématique chantier, des problématiques de coûts globales, puisque Nantes Habitat, l'intérêt pour nous, c'est de pouvoir percevoir des loyers pour reconstituer les fronts et permettre l'équilibre de nos opérations. Donc voilà, pour un maître d'ouvrage, je pense que, comme l'évoquait Nicolas Vizier, c'est le bon matériau au bon endroit. Travailler et être prescripteur de solutions techniques pour un maître d'ouvrage, c'est pas forcément la meilleure des positions. Au sein de l'office, on soutient complètement et on travaille sur de nombreux projets, un petit peu sur des sujets croisés avec Atlan-Bois et avec l'école du bois et également avec d'autres entreprises locales ou nationales. Mais l'intérêt pour nous, c'est pas de travailler le bois pour le bois, mais de travailler comme une solution constructive qui est pertinente, qui apporte des solutions à un grand nombre de sujets que nous traitons. Alors on peut évoquer aussi le travail sur la mutabilité des cellules de vie, qui est également l'un de nos prochains gros chantiers, notamment sur un projet sur l'île de Nantes, où on pense que également le recours aux solutions constructives bois va être une réponse peut-être un peu plus pertinente que d'autres matériaux comme le béton, et ça nous permet également d'aborder de nombreux sujets. Si on parle de tissu entrepreneurial, on se rend compte aussi que dans nos régions, la préfabrication est au cœur du métier de la transformation du bois, et du coup on a souvent des entreprises assez bien organisées en termes d'ingénierie et en termes de gestion de projet, et on peut faire la balance avec des réflexions qu'on porte autour de gestion d'exploitation, de gestion de maquettes numériques dont on parle beaucoup actuellement, et on se rend compte aussi que la filière est peut-être une filière un peu vulgairement artisanale, avec des plus petites entreprises en termes de nombre de salariés, mais extrêmement bien organisée et extrêmement bien cadrée techniquement et sur tous les sujets-là, et ça apporte une réponse qui est extrêmement pertinente pour des maîtres d'ouvrage comme Nantes Habitat. Du coup, ce qui va vous intéresser, c'est la dimension logistique et on va dire la facilité de conception du projet, ou c'est le fait qu'il y a une demande extérieure pour ce matériau? Alors, il y a si on aborde déjà sur la problématique de fragilité, d'évoquer l'insertion du bois. Par exemple, au sein de nos agents qui exploitent les bâtiments au jour le jour, c'est la notion de vieillissement du bois. C'est des choses qui, pour moi, sont différenciées du système constructif bois. Comme je l'ai expliqué, on différencie bien une solution technique constructive, structurante, et un produit dont parlait Monsieur Gaudevin sur des problématiques de mise en œuvre extérieure, où c'est le premier rendu qui fait foi d'une problématique, et on étend en fait le problème du bois à un vieillissement, à une mauvaise mise en œuvre de bardage avec des problématiques de fissuration ou autres. Et pour nous, en fait, le recours au système constructif bois, en fait, il est transverse, il a un intérêt sur la phase d'étude, sur la phase de chantier en termes de logistique, et sur la phase d'exploitation de nos bâtiments, avec des facilités d'évoluer, de répondre aussi à des problématiques foncières, avec des descentes de charges qui sont également moins importantes, donc des économies sur les fondations qui nous permettent de mieux équilibrer nos opérations et de proposer en fait une offre locative en tant que bailleur social encore plus pertinente. Peut-être laisser l'entrepreneur nous parler, l'entreprise. Bonjour à tous. Écoutez, je suis Arnaud Cavé, je suis de la société Ossabois, donc je vais représenter le côté entreprise sur la table ronde. Ossabois, en quelques mots, c'est un industriel de la construction à Ossature-Bois. On produit des murs dans 2 pôles de production en France, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir des murs à Ossature-Bois fabriqués à hauteur de 1000 m² jour. Ces murs sont donc fabriqués et on assure également leur mise en œuvre sur les différents chantiers. Donc Ossabois intervient, on va dire, sur toute la phase de fabrication, mise en œuvre, mais également en amont des dossiers où on fait un accompagnement également auprès des architectes, des bureaux d'études ou autres maîtres d'ouvrage sur certains dossiers un peu plus conséquents ou là où des questions se posent, afin, comme on dit, de pouvoir mettre en œuvre le bon matériau au bon endroit, un peu comme tu fais toi, Nicolas, chez Atlan-Bois, dans les Pays de la Loire notamment. Donc voilà.
Et l'entreprise, elle existe depuis 1981. C'est à la base une entreprise de charpente qui a évolué au gré des maisons individuelles et des chalets de montagne pour aller aujourd'hui faire des projets beaucoup plus conséquents. C'est-à-dire que la structure à ossature bois telle qu'on la connaît aujourd'hui dans sa forme simple permet d'aller monter des bâtiments jusqu'à du R+3 porteurs. Donc voilà un peu aujourd'hui le panel d'intervention de la construction à ossature bois dans le paysage de la construction française. Et non, ce que vous disiez quand on discutait là tout à l'heure et qui était intéressant, c'est que vous faites du R+3, mais de la même façon que vous faites du R ou du R+1, c'est-à-dire que vous venez avec les sections standards. Voilà, alors nous on utilise du bois d'œuvre, c'est-à-dire du bois qui est déjà transformé dans des scieries au préalable, qui ont été chercher du bois dans les forêts, donc voilà un peu la filière telle qu'elle est faite. L'idée de l'industrialisation et de la maîtrise des coûts, c'est à un moment donné de ne pas faire du bois d'épicerie, mais faire du bois dans un modèle industriel, c'est-à-dire avec des sections standards ou une certaine standardisation des éléments, et qui permet du coup de pouvoir utiliser ces bois-là, les intégrer dans un autre processus industriel qui est du coup, par exemple chez Ossabois, la transformation du bois en mur à ossature bois, et on utilise de fait des sections standards qui permettent du coup de maîtriser ce coût dont parlait tout à l'heure Édouard en tant que maître d'ouvrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire indirectement que dès lors qu'on utilise une section standard, on a des bâtiments qui travaillent pas en structure de la même façon d'un côté ou de l'autre du bâtiment. Donc on va avoir des surdimensionnements entre guillemets de structures qui permettent justement sur un bâtiment en maison individuelle d'avoir forcément une structure très bien dimensionnée, mais qui pourrait être utilisée de même pour avoir un étage, 2 étages ou voire 3 étages de plus avec la même section. Donc ce modèle-là permet justement d'avoir cette standardisation en usine, de ne pas aller changer de façon constante toutes les sections utilisées sur un banc de fabrication. Et c'est de là qu'on permet de faire de la série et donc du coût de fabrication. Bon, après avoir parlé de la construction et aussi des avantages du bois, je vais reprendre un petit peu le propos que disait tout à l'heure Dominique Weber. C'est que moi je représente finalement cette double casquette, à la fois être sur le programme Minimaus auprès de Michel Buisson et de cette dimension opérationnelle justement de ce projet que vous devez concevoir, et de prendre le côté, la relation avec les industriels, plus de l'ameublement en lien avec la construction. Et c'est vraiment de créer ce dialogue à la fois entre la structure et l'intérieur vers l'extérieur, et de replacer au cœur, si vous voulez, de cette problématique justement du bâti, de la destination du projet, parce que là vous allez rentrer dans une phase extrêmement opérationnelle avec des propositions qui doivent aboutir à un projet ou deux à l'échelle 1, et justement qui sont des grands enjeux pour des gens qui sont en situation de précarité. Mais ça ne veut pas dire précarité, les choses doivent pas être sympathiques, agréables, elles peuvent être aussi pour le plus grand nombre. Et je pense que l'enjeu justement de demain, c'est ce dialogue à la fois entre la structure, l'aménagement intérieur et le matériau bois, justement peut préparer, est un des matériaux de prédilection parce qu'il peut travailler en amont. On peut travailler justement au cœur des usages et de pouvoir préfabriquer, être rapide, efficace, en peu de temps. Donc, et répondre aussi à cette notion dont vous parlez tout à l'heure, qui s'appelle la modularité, ces bâtiments modulaires, mais qui peuvent être modulaires aussi pour d'autres applicatifs. Donc, je vais dire simplement, c'est que le projet Minimaus qui associe la construction plus l'aménagement intérieur, c'est un vrai enjeu, et le matériau bois s'y prépare. Peut-être que si on continue à parler de série avec Ossabois, du coup, vous, comment vous intégrez cette logique de série et de standardisation par rapport à justement la trame? Vous, quelles sont vos trames? Typiquement, comment vous allez aussi gérer la standardisation par rapport aux normes, au PLU qui imposent parfois telle pente, telle pente? Alors là, ça touche plein de domaines. Je vais parler de la structure et de la trame pour commencer. Alors moi, je vous ai parlé d'un système constructif qui est l'ossature bois. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est des montants qu'on met tous les 600 et on fait des murs à ossature bois. C'est pas le seul système constructif qui existe en bois. On peut décliner des panneaux qui sont sous ce qu'on appelle du cross-laminated timber, ce qui va être des panneaux type contreplaqué qui viennent là permettre de faire des murs en bois massif qui permettent d'aller beaucoup plus haut et qui vont pas avoir les mêmes propriétés mécaniques.
Et je passe sur les systèmes constructifs, bois en tant que tel, mais sur le principe, en fonction des matériaux, on va pas avoir les mêmes résistances mécaniques, donc pas la possibilité de faire, on va dire, exactement la même conception de bâtiment. La logique parmi tout ça, ça reste malgré tout de pouvoir utiliser les matériaux au maximum de leur performance et donc d'avoir une trame de construction. Donc là, on s'adresse plus à, on va dire, dans le métier pur du dessin du bâtiment ou de la conception du bâtiment, où, comme tout matériau, à un moment donné, on arrive à se dire, si on veut optimiser un coût d'un bâtiment, alors on le dessine d'une certaine façon. Donc on le trame. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on commence à créer des étages, on va faire travailler les planchers à un certain travail, à une certaine flexion, et on va aller essayer de concevoir avec le maximum de travail du plancher pour avoir le minimum de murs porteurs, et donc du coup d'optimiser le coût global du bâtiment à sa sortie. Donc ça, c'est la logique, on va dire, de construction propre de quelques bâtiments que ce soit, et qui s'applique notamment au bois. Donc nous, on travaille avec des concepts entre guillemets standards sur la forme ou sur la façon de faire, qui permettent, on va dire, de dire voilà, si on dessine de cette façon, dès lors on permet de faire travailler le plancher au maximum de son travail, et donc d'optimiser le nombre de refends, par exemple. C'est un exemple d'un bâtiment tramé. Les autres questions, je ne sais plus. Les pentes, le PLU. L'adaptation. L'adaptation au site. Alors, l'adaptation au site avec toutes les règles de PLU et ainsi de suite. Alors, là, je tombe dans le métier de l'architecte. Vous, architecte, vous connaissez les PLU, vous connaissez les règlements de ZAC, même pour certains, vous les concevez, ces règles de PLU, notamment auprès de certaines collectivités ou certaines mairies. Donc, bien sûr, nous, en tant qu'entreprise, on est liés à construire dans ces règles-là, mais on travaille soit à partir de plans que les architectes ont élaborés qui respectent toutes ces règles-là, on va dire que ça c'est la majorité des cas, ou dans certains montages de dossiers, des montages type conception-réalisation, où là on a un travail d'équipe avec les équipes de maîtrise d'œuvre, et on vient apporter des solutions techniques qui permettent de pouvoir bâtir des bâtiments suivant ces réglementations, règles de PLU ou de réglementation de ZAC, ou les deux en même temps. Donc ça c'est notre quotidien. Donc voilà, on s'adapte le plus souvent à ce genre de choses sans trop de difficultés en bois. Après, ça dépend du système constructif. Voilà, si on veut. Chez Ossabois, on en a un, c'est le mur à ossature bois, mais on peut le décliner soit en mur seul, soit en modulaire. Alors là, on parle de modulaire, donc voilà, on va pouvoir y venir si on veut. Les murs à ossature bois, on les décline aujourd'hui dans le logement de façon, on va dire, de façon relativement récurrente, aussi bien sur de la maison individuelle que sur du logement collectif. Logement collectif 100% bois, on en a fait un, mais on n'est plus dans les mêmes échelles de coûts plus souvent que ce qu'on nous demande de façon conventionnelle, où là on va avoir des murs porteurs, des planchers porteurs. Je parlais du CLT, mais c'est en l'occurrence souvent cette solution-là qui est utilisée, ou solive porteuse pour les planchers, et murs à ossature bois en façade qui permettent d'aller créer l'enveloppe et d'aller chercher les performances mécaniques et thermiques du bâtiment. Donc ça c'est l'adaptabilité à ce niveau-là. On peut également transformer ces murs non plus en mise en œuvre seule, mais les combiner dans l'usine sous forme de modules. Et là on va aller pousser l'industrialisation beaucoup plus loin, où on va raisonner par éléments constructifs. Par exemple, je vais prendre une résidence étudiante où on va raisonner à la chambre. On va se dire, voilà, une chambre, ça fait 18 mètres carrés. Un élément 18 mètres carrés se transporte sur la route, via un convoi exceptionnel ou pas, en fonction des dimensions. On est contraint par la dimension souvent du gabarit routier. On reste plus souvent dans des gabarits de 12 mètres par 4 mètres 50. Si vous faites le calcul, 12 par 4 50, vous avez largement votre chambre de 18 mètres carrés. Et l'idée, c'est d'aller pousser l'industrialisation beaucoup plus loin. Donc de là, on va venir soit de faire les murs, mais le plafond et le plancher et toute la finition intérieure et la salle de bain. Et en plus, chez Ossabois, on fait les salles de bain préfabriquées en traditionnel également. Donc on va avoir cet élément-là qu'on peut venir rajouter également, et également tout l'ameublement, les lits, les salles, les cuisines, l'ameublement de la salle de bain, les bureaux, les chaises, et ainsi de suite. Et là, on raisonne sur d'une autre façon. Donc là, l'adaptabilité, on la résout pas de la même façon que sur des murs à ossature bois simplement. On a des hauteurs de modules et on les empile ou on les juxtapose de façon à pouvoir faire les bâtiments, toujours dans le respect des règles de ZAC et de PLU qui là sont immuables et on peut pas les bouger.
Donc en fait, si je comprends, vous n'avez pas un système constructif, vous avez autant qu'il en faut pour Voilà, en fonction des situations. En fonction des projets, ça c'est plus mon rôle à moi, mon niveau. En fonction des projets, on va avoir tendance plutôt à essayer d'orienter les bâtiments plus sur un certain système constructif qu'un autre. C'est souvent la raison du coût qui l'emporte et la raison de l'adaptabilité du système constructif à un terrain ou à un règlement de ZAC ou de PLU. Et ça, c'est le rôle également de l'entreprise de maîtriser ces concepts forcément et de pouvoir de jouer son rôle de conseil à n'importe quel niveau sur ces points-là. Et en termes de modèle économique, du coup, vous vendez en fait, au sein de programmes de logement collectif. Vous faites pas d'individuel, par exemple. Vous êtes en modèle B2B, business. Ouais, exactement. Alors ça, après, là, on revient sur les tailles des entreprises qu'a évoqué Nicolas. Chaque, on va dire au niveau local, il y a des petites entreprises, des grandes entreprises. Nous, on est 150 personnes, donc on a une taille d'entreprise qui fait que on a l'avantage d'avoir cette capacité de pouvoir produire en masse et forcément d'être dans une grande structure avec certains niveaux de charge de fonctionnement qui fait que la taille de l'entreprise ne nous permet pas aujourd'hui d'aller chercher des marchés de maisons individuelles, contrairement à ce qui se faisait à l'origine de l'entreprise, où l'entreprise avait été conçue par un charpentier en 81, et là c'était vraiment sur le marché de la maison individuelle du chalet de montagne. Donc ça c'est la taille de l'entreprise qui fait qu'aujourd'hui Auxabois ne va plus sur ce type de marché, mais se focalise sur un marché avec un certain volume pour pouvoir, on va dire, devenir compétitif. Peut-être un mot sur cette taille d'entreprise. C'est vrai que personnellement, ça fait 15 ans que je suis dans la filière bois. Et qu'est-ce que j'ai vu? On a vécu pendant une dizaine d'années des choses assez exceptionnelles. C'est-à-dire que des entreprises que j'ai connues au départ, il y avait une personne. 10 ans plus tard, ils étaient une trentaine. Ceux qui étaient 50, ils étaient passés à 100. On a eu une industrialisation, notamment dans l'Ouest, très importante. Je pense que les gens qui sont dans la salle n'ont pas tout à fait ça en tête. C'est-à-dire que au départ, on allait beaucoup s'inspirer. Je voulais le dire aussi en Autriche, dans le Vorarlberg. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte, c'était même, il y a les Autrichiens qui venaient chez nous voir ce qui se passait. C'est-à-dire que des bureaux d'études très modernes, sophistiqués, avec ensuite des moyens industriels pour produire, même dans des entreprises, des fois avec 20-25 salariés, vous avez ce qu'on appelle une K2, des machines à commande numérique, etc. Nous, on est tellement dedans qu'on l'oublie que c'est un peu exceptionnel. Mais je vous assure que si vous allez visiter des entreprises de construction bois, on en tombe un petit peu à la renverse, hein. C'est-à-dire vous avez des jeunes derrière les ordinateurs qui vont tout vous dessiner en 3D. Voilà, cette mutation, elle a été très très forte. Je dirais qu'elle s'est un petit peu tassée depuis 2008 parce que le monde a un peu changé, le monde économique, le monde de la construction depuis 2008. Mais c'est vrai qu'on a vécu des années incroyables. Tout ça sur la maison individuelle, on est passé, nous dans notre région, en Pays de la Loire, on est passé de 2% à plus de 10%. Bon, aujourd'hui c'est plus compliqué, je vous l'ai dit, mais on a inscrit le bois, l'industrialisation, ses compétences, ses savoir-faire, je pense pour longtemps. Parce que je reviens toujours à la forêt. Ce qui est important, c'est de savoir, c'est que notre forêt elle est sous-exploitée. C'est 50% de l'accroissement du bois en France est utilisé. Donc, je lisais toute une étude qui a été faite par le ministère de l'Agriculture ce matin, qui expliquait que l'objectif qu'on pourrait avoir pour 2100, c'est d'arriver à 90 voire à 100% d'utilisation de cet accroissement. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir les mutations qui sont faites sur le matériau bois. Finalement, quand j'ai vu les photos tout à l'heure, je me suis dit, il y a beaucoup de choses qui étaient inventées il y a 100 ans, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire presque, on souffre un petit peu du fait qu'on a un outil de production qui est très important, qui est sous-utilisé. Toutes nos boîtes, elles aimeraient avoir plus de boulot, hein, faut le dire. Et on a cette capacité à se projeter, à aller plus loin, à monter en hauteur aussi. Et avec un réseau d'entreprises qui va de l'artisan, ils sont 2. Ils vont faire, comme on le voyait tout à l'heure sur les images, ils vont faire la maison sur site, à des boîtes où vous allez avoir 100, 200, 300, jusqu'à 300 personnes. Et puis aussi, après je m'arrête là, des scieries qui se sont aussi énormément développées. Pas aussi vite que ce qu'on aurait voulu, mais aujourd'hui on a des entreprises qui sont capables de sortir des produits. Alors on a vu des poutres en I, tout à l'heure tu as parlé du CLT, on pourrait parler des bois contre-collés, de tous ces bois d'ingénierie qui existent. Je dirais que le monde a changé quand même en 20 ans dans la construction bois.
Et j'ai envie de rebondir sur un propos qui a été tenu ce matin lorsqu'on a présenté le pavillon 1 et le pavillon 2 de Jean Prouvé, lorsqu'on parlait que justement il travaillait sur le matériau. Et je pense que quelque part, quand tu parles de l'industrie qui aujourd'hui a énormément évolué en l'espace de 10 ans, qui s'est consolidée avec des très bons bureaux d'études, des très bons procédés industriels, c'est pas du hasard qu'il y a le plan bois qui est sorti et qu'aujourd'hui vous pouvez vous imposer face au béton et face aux autres matériaux, et de se dire, vous qui êtes les futurs architectes, allez voir les entreprises, prenez contact avec eux. Je pense que là vous avez des gens qui sont autour de cette table, qui peuvent vous mettre en contact avec justement cette industrie qui a su énormément évoluer, qui a su développer vraiment des principes constructifs. Il y a déjà quelques bâtiments qui sont sortis. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait reprendre la démarche qu'il y a pu avoir aux Jean Prouvé, qui partait d'un matériau et qu'à partir de ça, ils travaillaient sur des principes constructifs. Et aujourd'hui, il y a tout un outil industriel qui est prêt à le faire. Alors, on parle de la construction, mais je pourrais dire aussi que dans l'ameublement, on est exactement pareil. Il peut y avoir ce dialogue qui peut se faire justement entre la construction et l'ameublement. Et je pense que l'enjeu de demain, justement, c'est ce dialogue-là autour de cet outil industriel qui est prêt à le faire. Voilà. Peut-être faire un lien avec la qualification, en fait, dont là vous êtes en train de parler. Parce que finalement, ce qu'on a vu dans les baraques de guerre, c'est que l'un des intérêts premiers, c'était de pouvoir monter ça avec le biffin de base et une main-d'œuvre peu qualifiée. Et il y a des exemples qu'on a pu voir ce matin où il fallait permettre à des personnes qui n'étaient pas du tout, n'étaient pas au fait des techniques constructives, de pouvoir construire elles-mêmes leur habitat. Est-ce que là, du coup, dans des systèmes comme au Savoie, il y a cette réflexion sur, on va dire, la main-d'œuvre, la capacité qu'elle doit avoir à mettre en place le système? Alors la main-d'œuvre, on part déjà d'un premier principe, c'est un principe de base, c'est le bon sens. Nous, la seule chose qu'on demande déjà, la première chose à nos ouvriers, c'est du bon sens. C'est-à-dire ça viendrait à personne à l'idée d'aller monter un mur de travers sur une maison, et c'est déjà la première chose. Si le mur il est de travers, forcément ça marche pas, donc c'est du bon sens. Après, le système constructif, on va dire que nous on fonctionne avec un chef de chantier qui lui connaît bien le système, il a l'habitude. Après, les personnes qui l'accompagnent, elles, on va dire que c'est pas un système hyper complexe à monter en tant que tel, dès lors que, voilà, comme on dit, ça viendrait pas à l'idée à quelqu'un de mettre des poutres de plancher de travers, mais voilà, on revient sur à nouveau du bon sens. Donc, on met à disposition des ouvriers soit une formation, mais des outils nécessaires et puis un encadrement qui permet d'aller monter les bâtiments de façon simple et efficace et rapide. Maintenant, la qualification en tant que telle, il y a une sorte d'école, il y a des écoles qui forment à ça, mais la première qualité des hommes, c'est comme le bon sens et voilà. En fait, la facilité de montage est intégrée en amont en conception. C'est ça. Alors après, c'est vrai que tout le travail de l'industrialisation facilite le montage. Ça, c'est le gros boulot est quand même fait dans l'usine. Quand on prend un lotissement de 20 maisons, le temps de chantier de 20 maisons, c'est en moyenne une maison par semaine. C'est pour donner la cadence. Donc on se rend vite compte que si on arrive à ce temps de pause, c'est qu'il y a eu énormément de travail fait en amont et dans les bureaux d'études et en amont dans les études, comment est-ce qu'on a pensé le bâtiment avant de le fabriquer et dans les usines. Donc en fait, là où il y a la qualification première, on va dire dans la construction sur bois, on les retrouve d'abord en amont dans les équipes de maîtrise d'œuvre, chez les architectes et dans les bureaux d'études associés aux entreprises. Donc là, il y a un gros travail. En fait, tout ce qu'on connaissait avant, là où on a réduit les temps sur chantier, on a déplacé le temps en travail en amont pour pouvoir concevoir et anticiper tous les bâtiments, anticiper du moins ce que deviendra le bâtiment une fois qu'il sera construit. Donc on a déplacé, on va dire, le temps en amont des dossiers. Donc on le retrouve dans l'entreprise et on retrouve du coup également dans l'industrialisation des maisons, donc dans l'usine. Bien qu'il y a toujours besoin d'hommes pour faire tourner les machines et on en demande toujours plus aux machines pour augmenter les cadences. Mais sur le principe, on retrouve cette modification d'échelle de temps et on le croise de plus en plus par l'intégration de tout le système du bâtiment, c'est-à-dire que pas que l'ossature bois dans la conception du bâtiment, mais il y a des maquettes numériques aujourd'hui qui commencent à naître,
depuis quelques temps maintenant, certains maîtres d'ouvrage qui viennent de plus en plus et qui justement viennent dans cette idée de qualification du bâtiment, et non pas forcément des hommes, mais comment est-ce qu'on conçoit bien le bâtiment pour rendre la pose du bâtiment de façon simple et garantir de la qualité et pas de l'adaptation sur site. Je sais plus qui ce matin disait que c'était beaucoup plus, on passait beaucoup plus de temps sur un chantier à faire quelque chose qu'à l'anticiper en amont. Et ben on est exactement dans cette logique-là, et chez Haut-Savoie et avec tous les partenaires qui nous entourent. La qualification, je ne crois pas que ce soit un problème si on regarde les chiffres en Pays de la Loire, je connais cela en particulier. Dans l'apprentissage, je crois que le secteur bois, menuiserie, c'est le premier secteur employeur d'apprentis. Donc il y a un engouement pour les jeunes, il y a une vraie envie. Souvent on discute avec des jeunes, apprentissage, ouais, j'aimerais bien être ébéniste, j'aimerais bien être menuisier, enfin, c'est vraiment des secteurs qui attirent. Un des atouts de la construction bois tel que c'est pratiqué chez Haut-Savoie en particulier, c'est le fait de pouvoir faire travailler tout un tas de gens dans de bonnes conditions, c'est-à-dire on n'est pas sur chantier, on est en usine, on est à l'abri des intempéries, on ne travaille pas à 0 degré, on ne travaille pas sous la pluie, etc. Et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important puisque on voit bien la difficulté que tous les secteurs du bâtiment, d'une manière générale, de l'industrie, peuvent avoir à recruter, c'est la pénibilité. Et le matériau bois peut apporter des réponses permettant à des jeunes de trouver une qualification. Je voudrais juste rebondir sur une chose. On parle de l'évolution des entreprises, on parle de l'évolution du matériau. Je crois que ce qui a le plus changé ces dernières années, c'est l'évolution du client. C'est-à-dire qu'à la fin, on peut pousser du bois dans la ville, on peut pousser du bois un petit peu partout, sauf que si le client n'en veut pas, ça ne marche pas. Ce qui a fonctionné ces dernières années, c'est qu'on a rendu l'usage du bois possible parce que nous avions en face de nous des clients qui se sont laissés effectivement convaincre, séduire d'abord et convaincre ensuite. Et ça, c'est pas neutre. Vous parliez de baraquement. Je crois que l'après-guerre en France a été une des causes de non-utilisation du matériau bois parce que pour beaucoup de familles, construire en bois, c'était le baraquement, c'était toute la connotation de pauvreté, de précarité, etc. Et donc, on voulait construire avec une logique patrimoniale, c'est-à-dire en dur, si tant est que le matériau bois soit pas dur, mais quelque chose de pérenne, quelque chose qui soit transmissible à ses enfants, etc. Et là, on voit qu'il y a une mutation des usages dans plein de domaines où il y a plus forcément de choses qui sont garanties. Regardez ce qui se passe dans certains secteurs d'activité. Je suis pas sûr que nos jeunes générations soient dans une logique de transmission patrimoniale. Je suis pas sûr qu'on soit dans une logique, effectivement, je l'entendais tout à l'heure, de vouloir habiter au même endroit extrêmement longtemps. La recomposition des familles, les mutations des usages, etc., fera que ce matériau s'imposera encore davantage par sa facilité, sa légèreté, son accessibilité. Le matériau bois, c'est un matériau qui pousse ici, qui est agréable à aller visiter aussi le week-end. La forêt a énormément de fonctions, puisque Nicolas le disait, et il faut effectivement insister là-dessus, il faut planter des arbres, il faut encore en planter toujours. C'est ce qui va permettre effectivement d'avoir une forêt qui soit à la fois récréative, réservoir comment dirais-je, d'écosystèmes, de faune, de flore, etc., mais aussi productive de matériaux, de matières premières. Je pense que tout a été dit en termes par rapport à la perception du matériau, ne serait-ce que par rapport à de nombreux bailleurs sociaux, pour en avoir pu échanger avec de nombreux bailleurs locaux, tels que des gens comme la Silène du côté de Saint-Nazaire par chez nous, des gens comme Angers Habitat, pour ne citer que. Là, depuis une petite dizaine d'années, les mentalités ont évolué et le matériau bois et les systèmes constructifs bois apportent des solutions, comme on l'a déjà évoqué, qui correspondent à ces nouveaux enjeux et à ces nouvelles exigences de clients que nous sommes par rapport à la filière et par rapport aux entreprises de construction. Oui, ce que je pourrais peut-être rajouter en termes de chiffres, parce qu'il y a l'Observatoire de la construction bois là, qui va sortir à Batiba dans quelques jours. On se rend compte qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 maisons bois qui sont construites par an en France. Et si on prend l'habitat groupé et puis les logements collectifs, on est à peu près aussi à 10 000. Donc on se rend compte que finalement, on a commencé avec la petite maison dans la prairie, on appelle ça comme ça. Et puis petit à petit, on est allé convaincre, comme une grande maison comme mon voisin de droite.
Donc il y a une demande qui a vraiment évolué, et puis il y a un marché aussi quand même qui reste très très important pour le bois et qui se développe fortement. C'est tout ce qui est extension sur élévation, parce que c'est les dents creuses, on reconstruit la ville sur la ville. Voilà, donc tu as raison Arnaud, très très important, le marché qui va tirer. J'en profite pour faire un peu de pub. Vous avez, on organise depuis plusieurs années un prix national de la construction bois. Vous tapotez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez prix national de la construction bois, vous allez trouver 5000 bâtiments de toute typologie sur toute la France. Là aussi, le monde a changé de ce point de vue-là, et on a une certaine ambition, on pense, avec un certain nombre d'entreprises, d'industriels, de gens qui connaissent bien la filière, qu'on pourrait passer de 10 à 20% si le marché de la construction repartait. Donc il y a de quoi avancer avec ce matériau. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez qu'on continue un tour ou on commence à interagir avec la salle? Comme ça, on discute à plusieurs. Est-ce qu'il y a des questions? Nicolas, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est Atelier en bois? Alors, en fait, vous avez dans toutes les régions de France une interprofession de la filière forêt-bois. Donc c'est une association qui est chargée de regrouper tous les professionnels de la filière forêt, exploitation forestière, scierie, construction, bois énergie, ameublement. Donc chaque région, vous allez avoir une interprofession régionale. Son but, c'est fédérer les professionnels, faire la promotion du matériau et représenter la filière en région. Voilà. Donc il y a des instances nationales à Paris qui sont, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais dans toutes les régions, vous avez des interlocuteurs pour aller discuter. Je sais pas, l'autre jour, on était avec les compagnons du devoir. Ah ben oui, on va se rapprocher d'une interpro dans notre région pour aller visiter une scierie, pour aller se promener en forêt ou pour regarder comment ça fonctionne le bois énergie. Voilà, tu me fais faire un peu de pub, c'est bien, je te remercie. Il y a aussi une chose aussi qu'il faudrait que tu dises, c'est tout le réseau, parce que je pense que, comme on dit, il faut faire le lien entre les projets et la construction. Les interpros fait partie des portes d'entrée. Donc, si vous êtes dans une région, par exemple Nantes, c'est Atelier-en-Bois, vous allez directement et vous aurez toutes les informations aussi sur les industriels. Donc, c'est des adresses. Et puis, je pense aussi, c'est tout le contact technique. Parce que je pense qu'il y avait d'autres choses aussi que tu pouvais dire. Oui, vous avez en fait un réseau de prescripteurs bois sur toute la France. Par exemple, avec Édouard connaît bien les 2 prescripteurs bois qui sont dans notre région, mais vous en avez sur toute la France pour pouvoir accompagner les projets. C'est-à-dire, on n'a rien à vendre, on a juste vendre un petit peu l'idée du bois. Voilà, donc c'est un réseau qui existe, faut pas hésiter à le solliciter. Comment les étudiants vous contactent? Alors, on a un site internet qui s'appelle France Bois Région avec un S. Vous tapez France Bois Région et vous avez les coordonnées de tous ces interlocuteurs. Ce qui est toujours un petit peu compliqué, c'est qu'en région parisienne, il y a beaucoup de monde et en même temps, il n'y a personne. C'est-à-dire que si vous cherchez tous le prescripteur bois en région parisienne, vous avez une personne qui s'occupe du Grand Paris. Donc ça fait partie notamment des négociations de bout de grade ce matin pour essayer d'avoir justement une force un peu plus de compétences sur le Grand Paris pour pouvoir accompagner des projets. Au départ, ça consiste en quoi très concrètement? Par exemple, avec Nantes Habitat ou avec Angers Habitat, on va voir des bailleurs sociaux qui connaissent pas le matériau et puis on va leur faire visiter des entreprises, on leur montre qu'il y a des ressources en région, on leur montre qu'il y a une école supérieure du bois à Nantes, il y en a une aussi à Épinal qui s'appelle l'ENSTIB. Donc on montre un petit peu toutes les ressources, on leur explique aussi que utiliser du bois, ça fait du bien à l'environnement, à nos forêts, voilà. Donc c'est toute cette histoire que l'on raconte, on accompagne. Et puis après, quand on est vraiment dans la partie entre guillemets business, appel d'offres, on disparaît. Voilà, ça se passe un peu comme ça. J'ai une question. Construire une maison en bois, est-ce qu'on peut construire économiquement? Et c'est combien du mètre carré? Et jusqu'où on pourrait descendre dans un idéal? Parce que comme on est dans ce concours sur construire le moins cher possible, c'est 45 mètres carrés. Si on avait un objectif à tendre pour nos étudiants en France, à votre avis, quelle serait la fourchette de prix qu'on pourrait imaginer? Ah, ça, c'est les questions pièges, ça.
Je vais répondre un peu de travers pour commencer. Le prix est souvent synonyme d'une quantité. Alors c'est bête ce que je vais vous dire, mais si vous construisez une maison, vous m'en construisez 50, je ne vous sortirai pas le même prix. Donc ça, c'est le premier facteur important sur le prix, c'est la quantité. La deuxième, ça va être la conception de la maison. Si vous me concevez une maison avec des pans dans tous les sens, qui tournent dans tous les sens, des toitures complètement courbes et tout ce que vous voulez, ou un cube, vous n'aurez pas le même prix de maison. Et pourtant, les deux sont en bois, mais sur le principe, voilà. Alors, quantité, forme, trame, on parlait de la trame. Une fois que vous avez rentré tous ces paramètres dans la moulinette, vous pouvez du coup commencer à concevoir des logements chers ou pas chers. J'ai envie de dire aujourd'hui, on sait descendre en dessous de 1 000 € du mètre carré habitable pour du bailleur social. Voire même des programmes où aujourd'hui on flirte avec les 900 € du mètre carré habitable. Et là, on est sur des bâtiments qui respectent toutes les réglementations actuelles. On est même le plus souvent au-dessus de la RT 2012 parce que le bois a cette capacité naturelle d'apporter de la thermique assez facilement sur les bâtiments. De par avoir l'isolant dans l'épaisseur de ses murs et de travailler avec des sections commerciales standards, donc de fait les isolants sont de fait l'épaisseur des murs. Voilà un peu ce que je peux dire. Après on peut monter beaucoup plus haut, mais voilà. Alors le tout c'est de savoir un peu la barrière. Voilà, j'ai envie de vous dire, si on est sur un modèle répétitif et intelligemment bien conçu, 900 € du mètre carré, c'est attrapable avec toutes les réglementations actuelles. Après, dès qu'on commence, comme on entendait ce matin, à pouvoir dire oui, mais est-ce que là on a besoin d'être réglementaire sur ce point-là si on le justifie de cette façon? Là, on rentre sur des modèles où on commence à rendre l'intelligence de la norme dans l'adaptation du bâtiment. Et pourquoi pas envisager autre chose? Si vous voulez industrialiser un bâtiment, essayez de le penser en filière sèche. Pourquoi? Parce que moi, la filière sèche, je sais l'industrialiser, mais je ne sais pas industrialiser une filière humide de façon simple. L'exemple le plus flagrant pour tout le monde, c'est la plaque de plâtre. Imaginez une résidence étudiante, vous avez fait une chambre étudiante dans une entreprise, dans une usine, et vous me mettez les murs intérieurs en plaque de plâtre. La plaque de plâtre, en tant que la vis, ça va, mais tant que vous commencez à y mettre des joints, vous commencez à rentrer un produit humide, qui est le joint en tant que tel. Il faut qu'il sèche, il creuse, on le reponce, on le refait une deuxième passe, on le reponce, il faut qu'il sèche, et après on le peint. Donc là, vous avez déjà 3 phases humides minimum dans la conception du bâtiment. Ça rentre pas dans l'industrialisation propre d'une usine. On préférerait demain imaginer, pourquoi pas, des panneaux bois en apparent, quitte à les peindre et laisser sortir le veinage du bois. Et ça, on jouerait avec autre chose. On laisserait un joint creux, on viendrait y mettre un couvre-joint, on viendrait, je sais pas, la maison trouvée avec des couvre-joints. Moi, pourquoi pas y laisser un joint creux? Mais ça, après, c'est à vous d'être créatif. Et il faut que les normes s'adaptent aussi, parce que des fois, on ne nous autorisera pas forcément à le faire partout. Mais c'est à nous, en résidence étudiante, aujourd'hui, on le fait. Ça nous permet de descendre, notamment, voilà, un facteur d'économie, c'en est un, celui-là. Filière sèche. Oui, je voudrais m'adresser au monsieur qui représente Nantes Habitat. C'est Édouard Maison, c'est ça? C'est ça. D'accord. Je voudrais savoir si vous vous intéressez chez vous, dans votre maison, non pas personnel, mais aux panneaux contre-collés. Ou si vous êtes ouvert à faire quelque chose avec du panneau contre-collé. Quand vous parlez de panneaux contre-collés, on parle de CLT? De panneaux massifs. Je connais pas les mots, mais le contreplaqué épais, quoi. Voilà, d'accord. Donc en fait, c'est des murs préfabriqués en bois qui sont amenés in situ sur chantier et posés. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, dans Habitat, on est maître d'ouvrage et on n'est pas prescripteur de solutions techniques. Les solutions techniques, on émet un besoin, un programme qui évoque un certain nombre de contraintes liées au logement, à l'habitabilité, à l'évolutivité du logement. On ne souhaite pas être prescripteur de solutions techniques parce que c'est pas notre métier. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants d'un projet. Il y a les architectes et maîtres d'œuvre et
c'est leur métier d'être à l'origine de la réflexion et de l'appréciation de toutes les solutions techniques. Donc on n'est pas prescripteur, on est complètement ouvert à tous les systèmes constructifs. Aujourd'hui, on lance, pour parler de CLT, on lance d'ici une quinzaine de jours un appel à projet de 120 logements avec une réflexion autour de la filière bois au sens large du terme. On a beaucoup échangé avec Atlan-Bois, également avec différents bureaux d'études sur comment nous pouvons impulser le recours au système constructif bois et à la bonne réflexion. Le CLT est une réponse aux enjeux de ce projet-là. Il y aura une tour en R+11 dans le cadre de ce projet immobilier-là. Si un maître d'ouvrage commence à être prescripteur d'une solution, c'est-à-dire à identifier l'ossature, le poteau-poutre, le CLT ou quand bien même une autre solution, béton, mais acier, mixte, etc., on va, pour moi, au-delà de nos prérogatives et on n'est pas à même de pouvoir apprécier la pertinence du projet. Un projet, c'est pas un matériau, c'est pas une solution, c'est un ensemble et c'est un petit peu la ligne de conduite qu'on a évoquée avec les autres interlocuteurs aujourd'hui. C'est plutôt le bon système, le bon matériau au bon endroit. Et je pense que c'est pas au maître d'ouvrage de border l'ensemble de ces dispositions. C'est un travail commun avec les maîtres d'œuvre, avec les entreprises également, avec les bureaux d'études, avec tous les partenaires qui entourent un projet de construction. Mais on est complètement dans la dynamique de vouloir. On a des projets aujourd'hui qui vont sortir en tout bois, qui mixent autant du poteau-poutre, du panneau en fait comme contre-collé ou contre-cloué, enfin peu importe la solution technique, du béton. Voilà, on n'est pas limitatif dans les solutions aujourd'hui. C'est tout un travail qui a été amené, qui a été porté depuis un certain nombre d'années. On a encore certaines j'ai envie de dire craintes pour en parler, le feu, l'eau, le son. Mais aujourd'hui, derrière ces craintes-là, on a des solutions qui répondent complètement à cette problématique-là. Et au même titre qu'on pourrait évoquer les craintes qu'on a avec le béton, avec des problématiques de fissuration, avec des problématiques de gestion des nuisances de chantier, avec des problématiques d'évolutivité du logement, avec des problématiques qu'on pourrait citer. On cite beaucoup les problématiques liées au bois, mais il y a des solutions. On a aussi beaucoup d'entreprises qui sont porteuses d'innovation. Et on parlait de normes également. Et on se rend compte aussi que les normes aujourd'hui, elles sont assez figées et que l'inertie d'évolution de la norme comparée à la vitesse d'innovation de certaines entreprises, de certains bureaux d'études, il y a un décalage. Aujourd'hui, nous, on se retrouve aussi en tant que maître d'ouvrage à pouvoir apprécier certaines entreprises qui nous proposent donc des avis techniques expérimentales ou d'autres solutions en fait de validation de solutions techniques innovantes. Et voilà, c'est tout un contexte global que nous, en tant que maître d'ouvrage, on se veut pas limitatif, qu'on accepte dans le cadre de nos projets. Et c'est aussi à travailler avec les architectes pour qu'ils aient la connaissance des matériaux, la connaissance des solutions et qu'ils puissent apprécier librement le bon choix du matériau dans le cadre de leur projet. En tout cas, si vous êtes dans cette table ronde là cet après-midi, c'est parce que vous êtes ouvert à l'utilisation du bois. Tout à fait. Tout à fait. On a déjà un certain nombre de programmes immobiliers. Pour ma part, je suis également issu en fait du monde et de la construction bois. On a un certain nombre de projets, tant sur la partie, on pourrait étendre la réflexion. Au sein de Nantes Habitat, on travaille sur le bois énergie. On a aussi une chaudière propre Nantes Habitat qui permet le chauffage d'un certain nombre de logements au sein d'un de nos quartiers d'habitat. On travaille le bois en réhabilitation, c'est-à-dire pour apporter des surfaces à des immeubles qui n'avaient pas de surface extérieure. Donc on peut parler de balcons, de terrasses, de surfaces annexes. On travaille également le sujet peut-être un petit peu de façon un peu moins importante que sur Paris avec un travail sur habiter les toits. Parce
parce que aujourd'hui Nantes, on a moins cette problématique de trouver du foncier, de trouver de la surface à habiter que pour d'autres bailleurs. Mais c'est aussi une réflexion qu'on porte en interne et qu'on analyse dans les phases de faisabilité. Et on porte également donc ces démarches-là au sein de projets de construction neuve, que ce soit du tout bois. On a des pavillons qui ont été réalisés avec en ossature bois. On a des projets d'habitat collectif jusqu'à R+3 qui sont aujourd'hui en relancement de chantier. On a 2 projets qui ont été lauréats de certains nombres de concours avec des bâtiments à énergie positive, où on a travaillé sur la mixité des solutions. Donc on n'est pas limitatif. Le bon matériau au bon endroit, c'est une réflexion qu'on porte, et qu'il faut également que les architectes, quand ils répondent à des concours, à des propositions, qu'ils nous portent aussi. C'est pas qu'un travail de maîtrise d'ouvrage, c'est aussi un gros travail de pertinence des propositions architecturales. Une question très pratique pour les étudiants. Je crois qu'on en avait parlé avec toi, Nicolas. C'est le savoir, pour toutes les questions de matériaux, des standards, à qui on s'adresse. Est-ce qu'il y a le lieu idéal pour avoir toutes ces infos? Ouais, je te remercie de poser la question. On en avait parlé. On a créé un Google du bois. Parce que vous savez que Google est un moteur de recherche généraliste et que finalement on trouve beaucoup de choses, mais on trouve pas tout, surtout quand c'est un peu spécialisé. Vous allez sur le site internet dont je parlais tout à l'heure, France Bois Région. En bas à droite, vous avez la médiathèque bois. Dans la médiathèque bois, vous avez plus de 5000 documents en PDF et des centaines de photos aussi libres de droit. L'idée, c'est de mettre à disposition tout ce qui existe, tout ce qui est diffusable, pour que vous puissiez aller vous servir, utiliser, faire tourner. Voilà. Donc cette médiathèque bois, c'est un outil qui n'est pas encore très très connu, mais c'est un outil qui peut vous rendre beaucoup de services. Dès qu'il sort une étude diffusable, on la met dessus.